single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single. Alors, bienvenue à tous sur cet nouvel épisode de CMDA Live, la saison 5. Je suis avec Jessie et avec Paul. Aujourd'hui, on va parler de newsjacking et j'espère que vous êtes bien assis dans votre fauteuil ou sur votre chaise pour écouter de bons conseils et de très bonnes astuces. Alors, présentez-vous, Jessie et Paul. On commence par qui? Par Jessie, normalement. Honneur aux dames. Alors moi, c'est Jessie Diandra, social media manager et webmaster et consultante dans la gestion de l'e-réputation, du personal branding et aux bases du marketing d'influence. J'ai créé Purpose Comme Web en 2018 et je propose tous ces services depuis jessiediandra.fr depuis peu. Voilà, pour la faire un peu court. Et puis, je suis aussi créatrice de contenu, critique autoproclamée de culture afro-pop. Voilà. Critique les week-ends, il faut préciser, sur ton compte Instagram. Les week-ends. Le week-end. Paul? Ok, salut à tous. Moi, c'est Paul Roland Béné. Je suis senior community manager. Donc, je commence ma fonction de connu de tous. Et actuellement, je suis chef de projet, donc digital project manager à Totem Experience. Donc, à côté, je suis aussi social media manager du grand rendez-vous des amoureux de la communication digitale en Afrique, donc les Adicom Days, qui se tiendront bientôt. Donc, depuis 2017, je suis dans l'équipe com, chargée d'assurer la présence social media de l'événement. Donc, à côté aussi, je suis responsable d'un programme de formation destiné à former des personnes qui voudront faire carrière dans le domaine digital, donc des community managers, des social media managers. Donc, le programme s'appelle Formation métier du web, chose 3.0. Voilà, donc vous pouvez trouver. Donc, pour faire simple, c'est ma présentation et on aura le temps d'échanger là-dessus. Ça marche. Alors, pour résumer, donc Paul, c'est un formateur également en community management, qu'il est basé à Abidjan. Mais comme c'est aussi, Abidjan, c'est un hub de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est quelqu'un qui peut aussi bouger facilement dans cette région de l'Afrique. Alors, première question, de façon simple. Jessie, comment est-ce que tu définis de façon simple le newsjacking? Vraiment très simple. Alors, si je reprends ma définition du newsjacking, le newsjacking, c'est une pratique qui consiste à insérer sa marque dans l'actualité en faisant référence à un centre d'intérêt, une actualité, une information, une tendance à laquelle votre audience est susceptible de réagir parce qu'à la base, c'est son centre d'intérêt, grosso modo. Ça peut s'exprimer de manière visuelle, ça peut s'exprimer de manière textuelle. Le tout, c'est de parler un peu le langage que votre audience comprend en faisant référence à quelque chose qui l'intéresse, qui n'a pas forcément rapport avec votre activité, dans le sens où, par exemple, on a des marques de boissons qui parlent d'une série comme Game of Thrones. Le but de cette pratique, c'est premièrement créer de l'engagement, puisque ce genre de contenus ont souvent une portée et un potentiel viralité énorme. Et deuxièmement, forcément, comme je le disais, être présent dans l'esprit de l'audience et des utilisateurs. Ça marche. Petit rappel pour ceux qui nous regardent, alors le style vestimentaire est un peu sombre. On ne s'est pas concerté, je rappelle. On ne s'est pas concerté du tout, mais je pense que chacun a mis un petit sombre. Mais bon, ce sera très gai, rassurez-vous. Voilà, ce sera très gai l'épisode. Alors, Paul, quelle importance peut jouer le newsjacking dans le quotidien ou dans les contenus d'un community manager selon toi? Ok, pour moi, le newsjacking vient en contenu additionnel. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on pouvait voir à l'avance, mais c'était un événement au cours du programme, sinon de la stratégie même de l'entreprise. Donc, une fois que j'aimerais souligner un point, c'est qu'il est difficile de capter l'attention des internautes sur le web. Il est très difficile et dans un contexte de newsjacking, c'est que tout le monde en parle. C'est un sujet qui tombe et tout le monde en parle. Disons, ça peut varier sur
24 heures, 72 heures, et c'est le sujet du moment. Donc là, l'attention de tout le monde est captée. Donc l'importance que ça joue dans le rôle dans le rôle du contenu que produit le community manager, c'est que c'est un contenu qui est déjà prêt à être consommé par les internautes. Donc, profiter de ce contenu-là, de cet événement plutôt, pour créer des contenus innovants, pour placer sa marque, placer ses produits, placer tout ce que l'on veut soumettre aux internautes. Et c'est facilement un contenu que ces personnes vont consommer. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire simplement là. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on pourra étayer un peu. D'accord. Alors, Jessie, durant la saison 4, tu as parlé des différents types d'événements marronniers. Tu en as cité pas mal. Est-ce que tu penses qu'il y a un type d'événement qui est plus important qu'un autre, ou alors tous peuvent avoir une importance dans le newsjacking, que ce soit les saisonniers, les musicaux, les religieux, pourquoi pas, et aussi d'autres festivités propres à chaque pays? Il me semble que certains marronniers étant mondiaux, pour moi, ce sont eux les plus importants parce que, comme le disait Paul, ce sont des événements qui vont attirer l'attention et si on ne communique pas à ce moment-là, on passe à côté de l'opportunité de se placer au cœur de cette attention pour une audience. Parce que forcément, ils vont parler du Nouvel An, forcément, on va parler de Noël, forcément, on va parler de la Saint-Valentin. C'est drôle parce que vraiment, avant, on n'en parlait pas tant que ça. Mais Halloween aussi, ce sont des événements pour moi vraiment importants. Pour moi, les plus importants sont les mondiaux, ceux qui ont eu vraiment une portée mondiale. D'accord. Oui, Paul, tu veux rajouter quelque chose ou bien? Oui, rapidement aussi, c'est OK, je suis bien d'accord avec Jessie sur la portée mondiale de certains événements et vu que tout le monde en parle. Mais je voulais aussi ajouter une précision, bon, selon l'expérience que j'ai eue, c'est que les contenus aussi, il faut consommer le contenu local, donc national. Donc, il faut toujours jongler entre, oui, il y a le contenu mondial, mais que ça matche avec l'ADN de l'entreprise. Parce qu'il y a d'autres entreprises, par exemple, si je prends dans l'univers de la musique, les événements comme la fête de la musique, ça passe facilement. Si je parle de la paix, tout, un CM qui gère la page, par exemple, de l'ONU, ne va pas manquer cet événement. Donc, c'est de juste faire une liste. Le marronnier, pour ceux qui nous suivent, c'est un calendrier du CM. Parce que je tiens à préciser parce que tout récemment, j'ai fait une vidéo, les gens ont dit marronnier, en tout cas, ils ont fait une connotation à un autre sujet. Donc, c'est un calendrier propre au CM. Donc, comme je disais, c'est de matcher entre le contenu, les grands rendez-vous du mois et aussi la stratégie globale de l'entreprise. Il y a certaines boîtes qui ne matchent pas vraiment, même si l'événement touche tout le monde, donc le monde entier, ils préfèrent ne pas communiquer là-dessus. Donc, aussi, d'autres sont un peu réservés au contenu qui touche la religion. Pour ne pas faire vraiment créer une mauvaise gestion et un bad buzz. Parce qu'on a obligé de communiquer sur telle religion et on a communiqué mieux ou bien on a communiqué plus sur telle religion. Donc, c'est un peu ça. On prend dans le même contexte que Jessie tous les contenus, mais en même temps, il faut regarder est-ce que l'entreprise dans la stratégie globale match avec. Voilà. Et surtout prioriser les contenus nationaux. D'ailleurs, je voulais ajouter aussi que dans ce cas-là, le newsjacking peut être programmé. Oui. Puisqu'on peut anticiper. Surtout, en fait, on peut savoir à l'avance à quelle date aura lieu tel événement. Comme vous l'avez signalé, le 14 février, c'est connu. Le 25 décembre, c'est connu. Bon, un peu moins la fête des mères, la fête des pères, mais bon, on sait quand même qu'il y a une période précise dans laquelle elle va se produire. Alors, du coup, Paul, est-ce qu'il y a un événement en Côte d'Ivoire sur lequel tu as déjà eu à réagir et qui marche bien? Enfin, un événement propre à la Côte d'Ivoire, je précise. À la Côte d'Ivoire, il faut dire que chaque 24 heures, il y a un événement qui prend son heure de gloire, au fait. Donc, du coup, il faut trier aussi les événements.
je prends l'événement sur, disons, la Saint-Valentin passée, où il y a une vidéo qui a fait le buzz, où on parlait de choupimpim, choupompom, Ouais. c'est-à-dire pour dire mon petit copain, ma copine. Du coup, c'était une vidéo assez marrante où un gars faisait sa déclaration. C'était une vidéo animée. Donc, c'est passé, mais les gens ont tout de suite rebondi là-dessus. Ils ont commencé à faire des vidéos pour dire, OK, j'irai voir ma choupimpin. Moi, mon choupompon, il est. Donc, c'était marrant parce que moi, au début, je me dis c'était juste une blague en passant. Et j'ai vu que tout le monde en parlait. D'autres ont commencé à prendre, à surfer là-dessus, tout. Donc, avec Asus, que je gère au niveau de choses, donc Asus Côte d'Ivoire, donc je gère la communication. J'ai proposé ça au client d'une façon assez simple. Et la cliente m'a juste demandé, est-ce que le client m'a juste demandé, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Donc, quand j'ai expliqué, la personne a tout juste ri et puis elle a dit, OK, on va là-dessus. Donc, c'était un peu ça au fait, un des événements. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs événements qui se déroulent ici à Abidjan. Même quand c'est mauvais pour la personne, on essaie de voir le moyen de comment décliner au profit des choses de sa marque qu'on gère ou proprement du service de l'activité. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est l'important. Alors, Jessie, en termes d'ingrédients, pour rebondir sur un événement, quels sont les principaux ingrédients? Est-ce qu'il faut le faire avec humour? Est-ce qu'il faut organiser un jeu concours? Est-ce qu'il faut juste relayer l'événement, par exemple, Bonne fête des mères? Tout simplement. Quelles sont les différentes astuces ou orientations qui peuvent être faites pour rebondir sur un événement? Tout dépend. S'il s'agit effectivement d'un marronnier, entre les jeux concours, les opérations qui vont demander d'engager, lancer un hashtag, demander à l'audience de s'impliquer dans la création d'un contenu, tout ça. En revanche, si c'est quelque chose de bien plus instantané ou récent, l'humour reste l'un des premiers vecteurs de viralité. Prendre les choses avec humour, ça va demander aussi beaucoup de réactivité pour pouvoir monitorer le contenu qui va être publié, s'assurer que ça ne sorte pas de la charte éditoriale de la marque et rediriger toute l'attention que le contenu va avoir vers un produit ou un service de l'entreprise, si ce n'est pas déjà fait dans le post. Donc, je dirais humour, réactivité, créativité. D'accord, parfait. Alors, actualité un peu oblige, on va parler de la COVID-19. Comment avez-vous jugé les différentes publications des marques qui vous entourent autour de cette pandémie? Est-ce que vous avez trouvé un peu faible en termes de communication, un peu trop proche de leur communauté, ou alors absente ou quasi inexistante? Qui commence? Bah, OK. Si tu veux commencer. Non, vas-y. OK, d'accord. Moi, de façon, un constat assez général que j'ai eu à faire, c'est que on a tous, les marques ont tous été vraiment engagés par rapport à la situation, à sensibiliser. Et je peux dire que les contenus que produits, pour le moment, je ne teste pas la qualité, mais de façon générale, on a parlé tous de la même chose. C'est vrai, mais parce qu'il y avait d'autres aspects que moi, je trouvais, avec du recul, il fallait prendre en compte et vraiment accentuer. Par exemple, on a parlé un masque, le cache-nez et bien de choses. Mais on n'a pas dit, au fait, insister, par exemple, sur les cache-nez adaptés. On n'a pas insisté sur comment même enlever le cache-nez et comment on met. Au fait, tu vois, on s'est basé pour dire porter le masque. Bah, souvent, tu vois des personnes qui portent des masques avec la manche qui est devenue toute noire, un masque blanc. Tu te dis, bon, OK, un masque qui doit changer ça 24 heures. Tu te poses la question, ce type, il a gardé son cache-nez depuis quand? Est-ce que ça protège de la COVID-19 ou lui-même, il est en danger, au fait? Ouais. Donc, tu vois, il y a des aspects qu'on a négligés. Moi, de façon générale, c'est ce que j'ai fait. Sinon, j'ai eu pas mal de contenus innovants et autres. En interne, j'ai eu à travailler sur une activation complète pour la marque. On continue, vu que la situation évolue de notre côté, donc on continue de communiquer là-dessus. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je veux dire qu'on a eu des contenus vraiment intéressants, drôles,
d'autres ont marqué sur des jeux, concours, et ça a permis aux personnes étant confinées de pouvoir vraiment, disons, ne pas vraiment avoir la tête au confinement, mais avoir la tête au divertissement. Donc, l'exemple D'accord. qu'on a eu avec Orange, on a fait près de 1 mois et demi à faire des jeux chaque 21 heures. Et des Orange personnes, Côte ils venaient d'Ivoire. juste Orange Côte Orange Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Oui, Orange Côte d'Ivoire. Il y a des jeux qui ont été proposés durant une période de 1 mois avec des récompenses à l'appui. Donc, les personnes venaient simplement et les témoignages, c'est que d'autres venaient pas même pour des jeux. Ils venaient juste parce qu'il y avait l'ambiance, dans les conversations, on commentait. Souvent, voilà, ensemble, les CM, sinon les CM qui animaient ces jeux-là, s'amusaient à parler de Noshi. C'est un langage aussi, un argot ici qui est beaucoup prisé. Donc, il peut dire c'est la langue nationale. Quand tu viens ici, quand tu es gaou, bah, tu t'es fait prendre. Donc, du coup, vu que ce langage était utilisé, tout le monde se sentait. Comme j'ai souligné, des aspects qui n'ont pas été vraiment soulignés. Après, à part se laver les mains correctement, ne pas être dans un rassemblement de personnes. Voilà. À part ça, je pense qu'il y a d'autres choses. Le masque, il y avait plusieurs masques utilisés. Les masques des médecins, des docteurs, il y a les masques qu'on achète à la pharmacie et il y a les masques que les gens fabriquent même à la maison. Voilà. Donc, ces masques-là, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été vraiment respectées pour les faire? Est-ce qu'on arrive à mieux respirer? Tout ça, il faut qu'on les souligne dans la com, en fait. Voilà, donc c'est ce D'accord. que je peux dire. Jessie? Perso, j'estime que ce n'est peut-être pas le rôle de l'entreprise de spécifier, de rentrer dans les détails du savon à utiliser ou du masque à utiliser. Et je pense que en ne le faisant pas, les entreprises ont peut-être laissé le rôle de l'État ou le rôle des ministères concernés se jouer. L'une des choses que j'ai pu remarquer personnellement, c'est qu'effectivement, le Covid a donné une occasion d'engager son audience à peu près toutes les entreprises et malheureusement, c'est une opportunité que les entreprises n'ont pas toutes saisie. On l'a vu, j'ai beaucoup vu d'entreprises le faire, mais certaines n'ont absolument pas communiqué. Et lorsqu'elles l'ont fait pour parler des gestes barrières, elles n'ont en revanche pas donné de suite sur comment le Covid, comment le confinement va impacter notre production, va impacter notre rapport à vous, va impacter la manière dont on vous sert. Ouais. Du coup, ça a été un silence radio qui a occasionné pas mal de confusion. Et donc, du coup, lorsque l'on reste silencieux pendant ce genre de crise sanitaire, c'est difficile ensuite de relancer l'activité puisque pendant tout ce temps, vous avez disparu au profit d'autres entreprises qui, elles, communiquaient correctement avec leur audience. Donc, l'une des choses dont je pense moi-même j'ai été coupable avec Purpose Communication Web, ça a été de ne pas dire pendant cette période, voici où vous pouvez me joindre, voici les heures auxquelles vous pouvez me joindre, ou est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on ferme, etc., etc. Les délais vont être plus longs, les délais de livraison, par exemple, vont être un peu plus allongés ou écourtés parce qu'on a plus de temps. Enfin, voilà, il aurait fallu au moins tenir régulièrement au courant. Je dis il faudrait, puisqu'on est encore en plein dans cette crise, rester en contact avec son audience, en particulier sur les raisons pour lesquelles elles viennent vous voir, c'est-à-dire vos produits, vos services. Ça marche. Eh ben, du Merci coup, l'épisode tire bientôt à sa fin. Oui, tu veux dire quelque chose, Paul? Oui, je voulais rajouter quelque chose rapidement sur la situation de la crise, c'est que c'est vraiment intéressant ce que Jessie a souligné. Et en même temps, il y a l'impact, pour parler de l'impact que la crise a eu sur les entreprises, c'est que on a été tous mis sur le même pied d'égalité, que ce soit grande entreprise ou petite entreprise. Ça, c'est un point fort. Et aussi, en même temps, il y a les nouveaux moyens, sinon les nouvelles pistes à explorer que cela a révélé sur les entreprises qui ne voulaient pas être sur le digital. Là, elles sont obligées d'être sur le digital. Il y a des personnes qui négligeaient un peu l'aspect digital, qui ont été mis sur le carreau. Voilà, il y a des entreprises vraiment dont le chiffre a été vraiment impacté par cette crise. Donc, il y a lieu de souligner que
cette crise est venue non seulement pour rappeler certaines choses, pour des formations comme la mienne, Tchédou, toi, tu avais déjà vu, je pense que tu es un visionnaire, avoir une plateforme de formation en ligne, bah, c'était ça l'avantage. Et ceux qui n'ont pas vu, on a vu vraiment un fossé parce qu'on peut se rassembler à des formations, parce qu'il faut prendre des mesures, tout. Et il y a beaucoup de business qui ont été freinés comme ça. Ouais. Donc, je peux dire que cette crise vient révéler ces points-là et à prendre en compte et pour se préparer à d'autres éventualités. Et moi, j'ai vu une innovation qui m'a beaucoup touché, c'est que c'était le défilé de mode sans mannequin. Vous avez tous vu Ouais, ça? ouais. Alors, c'était vraiment génial. Ça, c'est la crise qui a permis ça. Donc, il y a beaucoup, la crise est venue toucher, est venue toucher un point fort au niveau de l'entreprise. En même temps, ça a révélé beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, pour la suite. C'est ce que je voulais souligner. Ouais, ça a crédibilisé pas mal notre domaine, ça a crédibilisé nos métiers Ouais. et ça a même créé des marchés. Ça a changé la manière dont beaucoup d'entreprises communiquent et même des secteurs entiers. Donc, par exemple, la mode avec le défilé d'Anifa Mwemba. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir, si les entreprises vont garder ce momentum ou si elles vont le jeter aux oubliettes dès qu'on retourne. Personne ne pourra oublier. Chedou n'aura plus à expliquer pourquoi l'importance du digital. Il dira simplement la COVID-19. Vous voyez, non? Vous voyez Non, tout je vais ça. donner je vais te donner en fait quatre chiffres. Je vais te dire l'année 2020. L'année 2020, ce sera l'argumentaire. Donc, quand ils vont un peu hésiter à aller sur le digital, je vais dire, rappelez-vous l'année 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles vont se rappeler et elles vont se dire, ah tiens, bon, finalement, on y va. Finalement, on y va. Oui, Donc, c'est voilà, vrai, c'est vrai. l'épisode tire à sa fin, mais j'ai juste une petite dernière question quand même. Je vais quand même passer là-dessus. Les hashtags. On a beaucoup vu les hashtags Black Lives Matter. On a vu beaucoup de marques essayer de se réapproprier ce hashtag. Comment est-ce que vous percevez cela? Est-ce que c'est forcément bien de vouloir toujours tirer parti d'un hashtag, pas forcément pour le coup ludique, pour faire un peu sa com? Parce qu'il faut dire beaucoup d'entreprises ont profité de ça aussi pour polir un peu leur image, hein, il faut le dire clairement. Donc, comment est-ce que vous avez perçu justement cette réappropriation que certaines marques ont eu à faire avec le hashtag Black Lives Matter? Jessie, je te laisse commencer. Ouais. Personnellement, je peux comprendre que les marques l'aient fait et que autant de marques l'aient fait, parce que les marques qui ne le faisaient pas se faisaient déjà lyncher en ligne. C'est-à-dire qu'on avait les yeux sur toutes les personnes, toutes les influenceurs, tous les influenceurs et toutes les marques qui ne le faisaient pas. Donc, je comprends qu'elle l'ait fait. Ceci dit, pour moi, c'est inefficace de le faire si derrière, on n'a pas de moyens de s'assurer que Black Lives Matter dans votre entreprise aussi. Si le Black Lives Matter est un reflet de vos valeurs, de votre marketing RH, de la manière dont vous recrutez, de la manière dont vous traitez les personnes noires dans vos entreprises. Et c'est là que ça a péché parce que de nos jours, les internautes sont des fouineurs. Donc, pour toute marque qui se positionne sur le hashtag, il y a eu une mini-enquête qui a été menée. Comment tu traites les noirs dans ton entreprise? Et je pense au secteur beauté où, aux États-Unis, l'influenceuse Jackie Aina a complètement lancé un hashtag où elle demande aux entreprises de beauté de montrer la part de leur poste dirigeant occupé par des personnes noires. Et on a vu des marques vraiment être à la traîne sur ce niveau-là et c'est une perte en crédibilité. Je pense que pour ce point-là, il aurait peut-être valu se taire. Voilà, Ouais, c'est bien dit. Paul? ouais. Moi, rapidement, si j'aimerais préciser, c'est que pour répondre à cette question, c'est que si on est d'accord sur les principes que le contenu est roi, moi je dis que la cohérence est reine. Parce que comme Jessie l'a dit, tu ne peux pas venir communiquer sur un sujet aussi important dont le but est de faire comprendre un message clair et pour faire le corps de vente. Oui, tu peux le faire si tu es légitime. Donc, c'est pour ça qu'il a souligné la cohérence. Si déjà tu faisais, je prends l'exemple de nos filles, au fait, moi et fier, du genre, ça, c'est un média qui parle de ça. Il y a plusieurs médias qui ont déjà commencé à lutter pour cet événement. Tu as connu peut-être le monde avec tout récemment, disons. Mais
ces marques-là ont longtemps lutté pour ces droits-là. Donc, ils sont légitimes de pouvoir prendre ça pour faire vraiment une vraie campagne. Vous pouvez venir en soutien, mais comme Jessie a dit, après, si on fait l'enquête, il faudrait que vous soyez clean. Après, ça peut être aussi que, oui, on prend conscience maintenant, mais juste faire, par soutien, mettre brander son truc en noir, comme Facebook l'a fait, les grands marques. Mais oui, pas pour venir dire, OK, pour les noirs, en consommant noir, vous venez faire un truc de com. Les personnes à brander de la marque risquent de prendre un coup. Donc, faites attention à tous les buzz, sinon les événements ne sont pas bons à prendre. Sinon, il faut les prendre avec vraiment une juste mesure, vraiment. Voilà, pas de pincettes. Ben, écoutez, merci de nous avoir suivis. Jessie, tu vas ajouter quelque chose ou pas, non? Et de la stratégie. D'accord, Oui. ok. Super. Bon, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode. On va avoir 2 nouveaux autres invités, Community Manager d'Afrique. Et je rappelle que vous pouvez suivre nos invités. Jessie Diandra sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Elle est également sur LinkedIn. Elle a également lancé sa série de podcasts. Donc, je vous invite à aller écouter également. Paul Roland Bénet également sur Facebook, Twitter, Instagram. Son programme de formation, les métiers du web 3.0, qui sont efficaces à Abidjan. Donc, vous pouvez également souscrire les formations de ce côté-là. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un autre épisode.